Si la question est de savoir si on exagère l'importance de la crise... C'était pas la question que je posais, c'était est-ce qu'on a raison de dramatiser en permanence? Oui, enfin, est-ce qu'on dramatiser implique une certaine exagération? Je crois qu'il n'y a pas d'exagération en valeur absolue, parce que loin de moi de vouloir diminuer la gravité de la crise et l'étendue du malheur et de l'angoisse qu'elle crée. Si on pose la question en termes relatifs, moi évidemment au centre de ce qu'est ma réflexion politique, si j'ose dire, la crise ne sert qu'à en dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation, ce qui me semble une crise beaucoup plus grave que la crise économique. Les crises économiques, il y en a à peu près 3 par siècle depuis toujours, elles sont très graves et très sérieuses. Le changement de peuple et le changement de civilisation qu'il implique nécessairement dans l'histoire de la France et de l'Europe, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis 15 siècles. Donc c'est une chose infiniment plus importante. En ce sens, la crise économique me semble relativement, je sais que ça paraît énorme étant donné sa gravité, mais relativement secondaire. Oui, alors deux choses. Pour répondre à Renaud Camus, juste rapidement sur ce changement de civilisation. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Mais j'étais le week-end dernier à Brive. Je voyais des milliers de personnes faire la queue pour lire de la littérature française. Des citoyens de toute origine se précipiter auprès d'écrivains pour leur demander des livres, pour lire de la littérature française. Une curiosité infinie pour cette littérature française. Et je dois dire que de voir ça, ça m'a fait un bien fou. Voilà, cette curiosité, ce besoin de littérature française. Voilà. Et de gens de milieux très différents, d'origines très différentes. Je dois dire, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous sembliez impliquer quand vous disiez au XXe siècle il y a eu des crises considérables et les hommes politiques n'en faisaient pas état. Et alors aujourd'hui, par opposition, au contraire, ils dramatiseraient une situation. Moi, je crois au contraire... Économique. Oui, mais enfin la situation, je me répète, mais je crois vraiment que la dramatisation de la situation économique est une euphémisation considérable de ce qui se passe, que le phénomène le plus important, je reviens à ce que j'appelle le grand remplacement, le changement de peuple, n'est jamais mentionné. Une chose énorme survient, une chose considérable, qui d'ailleurs stupéfie le reste du monde, le monde entier, et absolument n'en revient pas de ce qu'il voit, et nous n'en parlons pas. Donc une chose énorme survient, dont il n'est absolument pas question. On en pense du bien ou on n'en pense pas du bien, peu importe. Il y a des gens qui peuvent être très satisfaits du changement de peuple et du grand remplacement. Mais enfin, cette question énorme, qu'il n'en soit pas question, je crois qu'il y a une euphémisation gigantesque. Notre ami, à l'instant, donnait l'exemple, j'ai pas très bien, sur le moment, vu le rapport entre votre intervention et ce que j'avais dit juste avant, quant au fait qu'à Brive, il y avait des milliers de gens qui demandaient à des écrivains des signatures. Mais enfin, ça me semble très... C'est une curiosité d'acheter des livres pour lire la littérature française. Une grande curiosité pour la littérature française. Il y a encore quelques lecteurs, mais enfin, ça me semble très représentatif de ce que j'appelle... Non, il y a de moins en moins de lecteurs et qui lisent de moins en moins de livres, des livres de moins en moins littéraires. Alors, le livre n'est pas la chose littéraire par excellence. On dit qu'on lit plus de livres, mais il faut voir aussi quels livres. Ça me semble un exemple très représentatif de ce que j'appelle le mukiélisme, du nom illustre de ce sociologue Mukieli qui a passé 30 ans de sa vie à déclarer que toutes sortes de choses dramatiques les unes après les autres n'arrivaient pas, qu'il ne fallait surtout pas en croire ses yeux. Moi, je crois que le drame de notre peuple aujourd'hui, c'est que son expérience et son regard et sa souffrance surtout lui est ravi par une sorte de discours à la fois médiatique et sociologique qui fait qu'on lui dit non, tout ça est dans votre tête, ça n'arrive pas, n'en croyez pas vos yeux, c'est une illusion d'optique. Et le fait que de plus en plus de gens liraient est un exemple caractéristique du fait qu'il y a une sorte de progrès de l'hébétude considérable lié à l'éducation de l'oubli, lié à l'économie parallèle et au développement de la drogue, lié à l'imbécilisation médiatique. L'industrie de l'hébétude fait qu'il y a... ne croyez pas que les gens lisent de plus en plus et sont de plus en plus littéraires. La littérature est en train de disparaître de notre société. Je voulais dire que j'étais très contente d'être dans une émission. Il y a beaucoup de mots du dictionnaire comme ça que je connaissais pas. Vraiment très heureuse. Renaud Camus, j'allais vous donner la parole, mais pas sur le grand remplacement, sur la gentillesse, bien entendu. D'abord, je suis tout à fait de l'avis de notre ami Rachid Bisounours.
Appelez-moi Bibi. D'accord, très bien. Je suis tout à fait de son avis, mais je crois évidemment que cette journée de la gentillesse, au nom un peu ridicule, est manifestement un symptôme d'une société qui devient de plus en plus violente, de plus en plus agressive, de plus en plus difficile. Nous vivons dans une société de défiance. Vous pensez que c'est pour ça qu'on a instauré cette journée et qu'on lui a fait tant de publicité? C'est parce que je crois qu'il y a quelque chose de désespéré de la société face à cette défiance générale, y compris dans ses rapports avec l'économie. Moi, j'admire beaucoup une œuvre assez peu connue et assez peu appréciée, qui est celle de quelqu'un que vous avez peut-être connu, qui est Alain Perfit, qui a écrit maire de Provins, maire de Provins, bien sûr, et qui avait une théorie très intéressante sur la société de confiance. Et la société de confiance est très nécessaire au développement économique. Or, nous vivons totalement dans une société de la défiance. Moi, j'arrive à un âge où on ne peut plus me dire non, mais vous faites des illusions sur le passé. Non, je vais faire des illusions du passé. C'est des choses que j'ai connues et qui sont inimaginables pour les jeunes gens. Je vis à la campagne, en Provence. Quand je suis à Paris, moi, je trouve absolument insupportable que chaque fois qu'on va voir quelqu'un, il faut 3 codes à chaque porte. J'ai connu une époque où on laissait une bicyclette au pied d'un réverbère, on la retrouvait en sortant, on entrait dans les maisons comme on voulait. Cette espèce de défiance généralisée qui est fondée, qui n'est pas une fausse défiance, fait qu'on comprend très bien qu'une journée de la gentillesse, et, de la bonté, de l'amabilité, de la gentillesse, de la confiance soit très nécessaire. Pour expliquer pourquoi aujourd'hui on parle de la fin du monde, bien sûr on est allé emprunter aux Mayas la fantasmagorie de cette fin du monde. D'ailleurs dans le calendrier Maya, c'est pas exactement de la fin du monde qu'il est question, mais on en parle quand même beaucoup plus en Occident, on en parle beaucoup plus aux États-Unis et en Europe, c'est-à-dire à une période de notre histoire, en particulier en Europe d'ailleurs, où on a le sentiment que précisément par les effets de la mondialisation, l'Europe n'est plus le centre du monde. L'Europe est en quelque sorte à la fin de son cycle historique de domination. Et donc moi j'interprète, si vous voulez, le retour de ce désir de fin du monde, de cette peur de fin du monde, déjà comme un effet, d'une certaine manière, de ce qui est en train de nous échapper, nous, Européens, c'est-à-dire la domination. Non, moi, ma famille a connu une fin du monde, une destruction totale de ce qui était une langue, une culture pendant la guerre. La mort des enfants, voilà, une destruction d'une civilisation qui était la civilisation yiddish juive d'Europe de l'Est, qui a été pratiquement détruite. La langue yiddish a été anéantie, la culture, elle est revenue. Il y a une fin du monde, il y a une destruction totale, et aujourd'hui, 70 ans après, il y a des choses qui reviennent. Doucement, très petitement, des petites choses, des miettes comme ça, des mots, quand j'ai interrogé les gens de ma famille sur ce qui leur était arrivé pendant la guerre, ils n'avaient pas parlé depuis 70 ans, ils ne pouvaient pas parler, ils me disaient avant de te raconter ce qui s'est passé pour nous pendant la guerre, on va te dire la vie heureuse qu'on avait avant. Avant cette destruction, avant cette fin du monde, on avait une culture, on avait une langue, on avait des opéras en Lituanie, on avait un théâtre, on avait des journaux en yiddish, on avait toute cette vie, on avait une cuisine. On mangeait par exemple du gras de poulet frit. C'est un plat qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'était important effectivement pour moi de pouvoir raconter cette vie heureuse, cette civilisation qui a été détruite, avant de raconter ce qui a été détruit en quelques années en Europe de l'Est. J'écoutais Renaud Camus avant de venir sur le plateau nous exposer ces thèses loufoques et dangereuses, nous disant que la crise n'était pas véritablement la crise. La véritable crise était celle qui consistait dans le grand remplacement, dit-il, de la population française, de la population européenne, surtout si elle est blanche aux yeux bleus et très gauloise. Il me semble que la véritable crise, et il y en a eu une, la véritable fin du monde, et comme vous le disiez, ça a été Auschwitz pour l'Europe. C'est-à-dire là, il y a eu un monde qui s'est écroulé. Quand je dis un monde, c'est un monde culturel, social, dans ses représentations intellectuelles, évidemment dans les vies, des millions de personnes détruites par des moyens qui sont le progrès. Lorsque vous parliez de progrès tout à l'heure, à l'instant, François Baroin, c'est le progrès, c'est l'exacerbation du progrès qui, justement, a conduit à une mécanisation et à une rationalisation de la mort. Donc, je ne serais pas forcément un apôtre du progrès à tout craint. L'Europe s'est déjà relevée
d'une crise majeure, et même d'un gouffre, et même d'un trou noir qui a été Auschwitz. Je voudrais juste remercier Renaud Asensio pour ce qu'il vient de dire. Renaud Camus, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors je disais un mot à l'instant de ce qui servait à empêcher de dire ce qui arrivait, et évidemment, ce qui a le plus servi, avec des raisons horribles et pleinement légitimes, à empêcher de dire ce qui arrive, c'est évidemment la référence à Auschwitz. Le grand renversement actuel étant que la référence à Auschwitz, qui a été l'élément central du discours antiraciste pendant 50 ans, de la façon la plus légitime du monde, incontestable, et précisément aujourd'hui, ce qui, dans nos classes, ne peut plus être enseigné. Voilà, de la part d'un homme qui comptait les juifs qui travaillait à Radio France, ça m'étonne un peu de... Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, enfin, c'est une interprétation à vous qui est totalement erronée. Et moi, je voudrais quand même vous poser une question. Mais pas trop longue. Non, en fait, j'aimerais bien, quand vous parliez du remplacement des peuples d'Europe, moi, vous n'avez pas reconnu, je connaissais pas votre... J'ai lu un de vos livres, pour moi, vous êtes un très grand écrivain, donc un très grand esprit. Je ne peux pas penser que c'est juste, vous parlez juste de l'immigration. Je suppose que c'est plus compliqué. Est-ce que vous parlez de quoi vous parlez? Voilà. J'aurais bien aimé savoir en quelques mots de quoi vous parliez quand vous dites le remplacement des peuples. Franchement, ça m'a intrigué. Bah, c'est nous. Ouais, non, non, je ne peux pas croire que... Non. Je parle en grande partie de l'immigration, oui. Je crois qu'il y a un changement de peuple et ce serait une vision très méprisante de l'homme de croire qu'avec d'autres peuples, il y ait la même histoire. On peut trouver que c'est très bien ou c'est pas bien, mais ce sera une histoire différente. Quand on peut... S'il s'agit d'individus, ça sera la même histoire. Il s'agit de peuples. Et c'est une aberration de croire que ce sera la même histoire. Là, il y a une fin du monde, ça sera... Ici, je crois qu'on est très peu à avoir 4 grands-parents français. Mais François Barouin avait des origines. Moi, c'est des origines hongroises. Au siècle dernier, un cavalier qui était venu pendant les campagnes napoléoniennes et qui a fait souche en Creuse. Vous demandiez pourquoi on était dans les ambiances apocalyptiques. Là, vous avez des réponses. C'est-à-dire qu'on a des débats qui sont quand même d'une extrême violence sur des sujets qui montrent bien que, je dirais, le monde européen, en tous les cas, est dans un épuisement et une fatigue assez avancée. Merci tous les 10 d'avoir participé à cette émission. J'accueille maintenant avec plaisir Gad Elmaleh. Bonsoir Gad Elmaleh. Bonsoir. Non, vous ne le faites pas, je vous en prie. Ah non, je me lève. Qui termine Gad Elmaleh. Mais en fait, là, il y a quelqu'un qui a quitté le plateau. Non, il est bien. Mais il n'était pas énervé. Je ne sais pas. Ah d'accord.